Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chroniques carolingiennes. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet assez particulier, voire même méconnu, assurément parce qu'on se réfère à une légende millénaire qui s'est depuis longtemps perdue dans les méandres de notre mémoire collective. On parle là d'un monstre mythique qui aurait semé la terreur dans une région reculée de l'Europe, et ce tout au long du Moyen Âge. Donc, sans plus attendre, je vous présente les Simiotes. D'abord, je vais vous dire que cette créature maléfique a grandement inspiré mon imaginaire, au point où elle est devenue un élément omniprésent des deux premiers tomes de la série. Ainsi, les Simiotes auraient eu leur repère dans les Pyrénées orientales, plus particulièrement dans la région d'Ars-sur-Tech, au nord de la Catalogne. Selon les légendes et certains écrits, ils se seraient manifestés au milieu du Xe siècle, soit à l'apogée de la période carolingienne. Pour ce qui est de leur apparence, un poème du 19e siècle les décrit comme des monstres affreux, aux longues dents fourchues, aux pieds velus, à l'œil sanglant et aux mains crochues. Bien évidemment, cette description reste plutôt fantaisiste. Et l'abbé Adolphe Crast, dans un livre publié en 1932, dont j'ai pu trouver une copie qui est devenue mon précieux, compara cette fois les Simiotes à des singes et même à des créatures cynocéphales qui sont des monstres à tête de chien. Si leur aspect corporel n'a pas fait l'unanimité, je dirais que c'est la même chose au niveau des origines de la bête, sur lesquelles historiens et folkloristes ont élaboré plusieurs théories. D'abord, certains apparentent les Simiotes aux satyres de la mythologie gréco-romaine, qui étaient des créatures ayant un buste d'homme, avec des cornes et des jambes de bouc. Cette hypothèse évoque aussi l'idée que ces bêtes maléfiques seraient les résurgences des anciennes divinités des forêts, comme le dieu Pan, à l'image des satyres, ou comme le dieu celte Cernunnos. Ces dieux païens auraient été par la suite diabolisés par le christianisme, comme on peut le voir dans la légende des Simiotes. Une autre théorie avancée que je trouve particulièrement intéressante est celle rapprochant notre créature du mythe de l'homme sauvage. Par ce lien, par cette similitude étymologique du mot simiote avec simiesque, qui est la racine du mot singe, ce monstre pourrait s'apparenter à certaines créatures légendaires du folklore de différentes cultures. Ainsi, sur cet aspect, on pourrait voir un rapprochement entre la légende des Simiotes et ces singes géants, que seraient le Yéti de l'Himalaya, le Bigfoot américain et le Sasquatch. Même chose avec l'homme Firjatmor, un nom gaélique qui signifie le grand homme gris et qui se réfère à une créature aux allures simiesques qui entrait le sommet d'une montagne au nord de l'Écosse. J'ai aussi perçu certaines corrélations avec la légende du Wendigo venant des nations amérindiennes du Canada. J'affectionne particulièrement cette dernière analogie, puisqu'on parle d'une créature maléfique dévorant les humains, un peu à la manière de notre monstre catalan. De plus, le Wendigo, qui se manifestait habituellement lors de famines au cœur d'hiver rigoureux, soit visiblement en temps de crise, se rapproche du contexte dans lequel la légende des Simiotes serait apparue. C'est donc dans l'histoire des martyrs Abdon et Sénène qu'est mentionnée pour la première fois notre créature. On raconte donc qu'à l'approche de l'an 1000 seraient survenus au nord de la Catalogne d'innombrables fléaux, de la peste à la famine, avec en plus l'apparition de terribles orages, amenant grêle et inondations. Les Simiotes, et conduits de leur repère par la faim et les chutes d'eau torrentielles, quittèrent la sombre forêt pour investir en horde les lieux habités. Ici, je vais profiter du confort de ma bibliothèque pour vous lire un extrait du livre de l'abbé Crastre, qui fait une description plutôt effroyable de l'arrivée des Simiotes à Ars-sur-Tech. Au milieu des éclats de tonnerre, répercutés par mille échos, tandis que la grêle battait en crépitant les fenêtres mal closes, qu'on se figure, entre deux éclairs éblouissants, l'apparition d'un de ces monstres grimaçants, affamés, exaspérés. Ils s'introduisaient furtivement dans les demeures, et alors malheur à la mère dont le nourrisson dormait dans son berceau. L'enfant disparaissait dans les bras venus de la bête féroce, qui retournait à la forêt se repaître de sa proie. Devant l'ampleur de la menace, clercs et paysans tinrent conseil, et avec la piété relative à cette période, ils en arrivèrent à une solution essentiellement religieuse. On prescrivit donc des jeûnes, des processions et des prières, dans le but d'obtenir du Seigneur la fin des calamités. Mais les troubles continuèrent, et devant la persistance de cette tourmente diabolique, l'abbé Arnulf, qui est à la tête du monastère d'Ars-sur-Tech, décida de faire un pèlerinage à Rome. Rendu sur place, notre vénérable abbé, inspiré par une vision divine,
fit l'acquisition des reliques des martyrs Abdon et Sénène. Ces derniers auraient été deux saints hommes originaires de l'Empire perse, exécutés à Rome au IIIe siècle lors de la persécution des chrétiens. Déjà sur le chemin du retour, la puissance des reliques se manifesta par de nombreux miracles. Il y eut notamment l'exorcisme d'une femme possédée qui aurait été libérée de l'emprise du diable grâce à la seule présence des ossements des saints. Mais l'effet le plus spectaculaire des reliques fut sans contredit lors de leur arrivée à Ars-sur-Tech. C'est ainsi qu'à l'instant où l'on déposa les restes des saints dans l'abbaye, à l'intérieur d'un tombeau qui est toujours présent dans l'endroit, les tempêtes cessèrent, tandis que d'effroyables hurlements résonnaient au loin. C'était en fait les cris de désespoir des Symbiotes qui, chassés par les saintes reliques, fuyaient la région. Ce fut donc de cette manière que Al fut libéré de sa terrible malédiction. Cependant, il semblerait que notre créature n'était pas encore prête à disparaître, et plusieurs chroniqueurs ont mentionné sa présence tout au long du Moyen Âge. Ainsi, au 14e siècle, la province de Gérone en Espagne aurait été submergée par une invasion de Symbiotes. Un épisode qui est aussi relaté dans le tome 2 des Chroniques. Et selon la légende, il aurait fallu l'intervention d'un ermite qui, pour mettre fin à leur diablerie, fonda le sanctuaire de la Vierge de Nuria, qui est encore en fonction aujourd'hui. Un siècle plus tard, c'est un berger arpentant la vallée du Tech qui aurait surpris des sorcières lors d'un sabbat. Il témoigna que ces dernières auraient invoqué les Symbiotes pour qu'ils provoquent une tempête. Mais les vieux trucs sont souvent les meilleurs, et l'on sortit aussitôt les reliques des martyrs Abdon et Sénène, ce qui aurait contré le maléfice. Une légende nous venant du sanctuaire de Montserrat en Espagne, lieu de résidence de notre Vierge Noire, nous raconte qu'un moine défroqué aurait été transformé en symbiote, étant ainsi puni par le jugement divin pour ses vils péchés. Enfin, un texte catalan du 16e siècle mentionne que le château en ruine de Rocabertí, qui s'élevait dans les hauteurs des Pyrénées, aurait été un des repères de ces monstres. La légende des symbiotes s'est donc perpétuée à travers le temps. Et si la littérature a pu assurer une certaine pérennité au mythe, le folklore carnavalesque a été un autre agent de cette survivance. C'est ce que l'on peut voir entre autres avec la Festa de los, soit la fête de l'ours, qui a lieu annuellement dans plusieurs villages de la région d'Ars-sur-Tech. C'est une célébration d'origine païenne, dont le point culminant est le rasage de la fourrure d'un villageois déguisé en ours, devenant ainsi une manière symbolique de retirer à l'homme sa partie animale. Mais ce qui est intéressant de savoir est que la bête au centre de ce rituel est justement appelée le symbiote. Par contre, la représentation sculpturale de notre créature a assurément été un autre élément ayant favorisé sa survivance. Le symbiote aurait donc pris sa place au sein du bestiaire médiéval européen, qui se définit par un genre de représentation iconographique, que ce soit des animaux ou des bêtes fantastiques, se retrouvant à même l'architecture des édifices religieux. Ce bestiaire était l'expression symbolique d'une conception du monde, entre autres fondée sur le combat du bien contre le mal. Il, fidèle dans son parcours dans l'Église, se voyait interpellé par ces sculptures, notamment celles des créatures maléfiques, qui s'élevaient comme une sorte de mise en garde, l'amenant par la crainte à suivre les commandements de Dieu. Incidemment, à la fin du récit de l'Odyssée de l'abbé Arnulf, il est mentionné que l'on sculpta au-dessus du portail de l'église 2 symbiotes dévorant des enfants. Histoire assurément de marquer l'imagination des fidèles, tout en restant dans ce réconfortant idéal de mise en garde par le biais de ces joyeuses représentations. Comme on dit souvent, la réalité dépasse la fiction, et tel qu'indiqué dans cette légende millénaire, j'ai pu trouver les restes de cette sculpture sur la façade de l'abbaye Sainte-Marie à Ars-sur-Tech. On peut aussi voir une peinture illustrant notre créature dans l'armoire à reliques au cœur de l'enceinte. Toujours dans cette même bourgade, le symbiote a aussi été sculpté sur la muraille de l'église Saint-Sauveur, qui est seulement à quelques pas de celle de Sainte-Marie. J'ai pu observer certaines de ces représentations sur la façade de l'abbaye de Saint-André de Sorède, à une trentaine de kilomètres d'Arles, où 2 superbes symbiotes ornent le dessus du portail. Et malgré l'usure des siècles, leur expression de férocité transparaît encore sur leur visage. Fasciné par ces créatures mythiques, j'en suis venu à chercher des représentations en dehors de ce qu'on pourrait appeler leur zone d'occupation. Lors d'une visite dans le village d'Alette-les-Bains, endroit entre autres reconnu pour avoir été un des lieux de résidence du prophète Nostradamus, j'ai cru reconnaître l'empreinte de ces monstres. C'est ainsi qu'au-dessus du portail des ruines de l'abbaye,
dont l'origine de fondation remonte à l'époque carolingienne, on peut voir une sculpture d'une étrange créature s'apparentant à nos simiotes. Il y a aussi sur le territoire autour du Bugarache de sombres récits parlant d'une créature diabolique appelée le Sinagri. On le décrit comme une sorte de chien maléfique, dont le seul regard pouvait foudroyer un homme, et par cet aspect canin de la bête, on pourrait trouver une certaine ressemblance avec notre simiote. Toujours en rapport avec ces créatures qui entraient ces régions, je vais vous partager une expérience personnelle, passablement étrange, qui illustre bien l'emprise qu'auront encore ces monstres de légende sur notre imaginaire, notamment sur le mien. Cette singulière aventure a eu lieu lors d'un voyage en Occitanie, où j'avais entrepris la montée du pic du Bugarache. Histoire de rendre encore une fois les honneurs au dieu Bacchus, j'avais été retardé au sommet par la dégustation jouissive d'une petite bouteille de rouquin. Ma descente avait donc débuté au moment du coucher du soleil et la noirceur avait rapidement pris possession du décor. Pour la suite, je me référais à mon carnet de voyage, rédigé dans les jours suivant l'incident en question. Mais parlant de carnet de voyage, je vais vous en proposer deux en particulier, soit de très bons romans, publiés par La Plume d'Or, avec une aventure en Égypte dans les carnets de voyage d'un aventurier mal élevé, et des histoires de chasse dans le Grand Nord québécois avec Les Derniers Seigneurs de l'Automne. Les deux écrits par un auteur ayant un certain talent, qui vous propose des récits tout aussi amusants que divertissants. Vous pouvez les commander sur Amazon ou chez tous les bons libraires. Maintenant, revenons à nos simiotes et à la lecture de mon carnet de voyage d'Occitanie. Confronté à la noirceur, c'est sous la lueur blafarde de ma lampe que j'ai continué ma descente, jusqu'à ce que j'entende un son de frottement contre les feuilles. J'ai d'abord pensé que ce n'était que l'effet des fortes bourrasques sur le haut des cimes des arbres. Mais j'ai vite réalisé qu'au cœur de la nuit, quelque chose se rapprochait, me poursuivait. Par le bruit de ses pas, la bête semblait haute sur pattes. Énorme. Comme je fouillais les ténèbres avec ma lampe torche, un grognement sourd retentit dans la noirceur. Du coup, j'étais envahi par la peur, et prêt à la confrontation, j'ai sorti mon couteau de combat. Bon, après cette petite pause pour amener mon récit à son paroxysme de drame et de suspense, je vais simplement vous raconter la suite. D'abord, comme vous pouvez voir, j'ai survécu à cette horrifiante rencontre. Ainsi, la dite confrontation s'est soldée par un duel de grognements auquel j'ai pris part avec ma plus belle voix d'animal. Et la bête, peut-être impressionnée par mes féroces rugissements, a fini par quitter sans demander son reste. C'est rendu dans la sécurité relative de mon véhicule que, stimulé par ces semaines passées dans ce royaume de mythes et de légendes, ainsi que confronté à cette peur primaire de l'homme pour la noirceur, j'ai envisagé le fait que j'avais peut-être rencontré un de ces simiotes. Mais dès le lendemain, mes pensées rationnelles ont pris le dessus, et j'ai évidemment rejeté mes ridicules hypothèses de la veille. Il reste que je me demande encore ce que j'ai rencontré cette nuit-là au Bugarache. Ours, sanglier ou autre chose. Depuis, je reste fasciné, voire même hanté, par l'ombre mythique de ces simiotes. Et comme le disait dans une de ses œuvres mon auteur préféré, Howard Philip Lovecraft, je ne pus jeter sur cette chose furtive qu'un coup d'œil rapide, obscurci par le voile de mon ignorance. Avant de prendre congé, je voudrais simplement faire un appel à la prudence, puisque les mythes ont parfois une emprise sur le réel. Dans le cas où vous seriez tenté d'aller visiter la région du Bugarache ou celle d'Ars-sur-Tech, je vous conseille fortement de toujours trouver un gîte avant le coucher du soleil. Si par malheur vous êtes piégé par la noirceur, vous n'aurez plus qu'à prier les martyrs Abdon et Sénène, tout en espérant ne pas faire de fâcheuses rencontres. Alors voilà pour cette légende des simiotes, et si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez me poser une question dans les commentaires sur YouTube, me contacter sur la page Facebook de Chroniques carolingiennes ou simplement lire les 2 premiers tomes de la série. En attendant, je donne rendez-vous pour un prochain épisode de vos chroniques en vous souhaitant bonne journée et surtout bonne lecture.